Louis-Jean Cormier qu'on vient d'entendre tiré de l'album Le 13e étage et la chanson s'appelle Bullseye. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Centre-Ville, le 102,3 FM, radiocentreville.com. On se dirigera du côté du Théâtre Rialto dimanche puisqu'un grand événement catalan nous attend. Mais pour nous en parler, mais surtout pour nous parler de ce qui se passe en Catalogne ou de ce qui se passe pas finalement parce que, faut l'admettre, on est un petit peu mêlés. Éric Villadric, qui est président du Cercle, entre autres président du Cercle culturel catalan du Québec, la Casale Català del Québec, ou si vous préférez, ccquebec.cat. Éric, bonjour. Oui, bonjour, M. Roberge. Bonjour, bienvenue à Radio Centre-Ville. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous fait un grand plaisir. Éric, on a suivi depuis un an l'évolution du référendum, qui n'en est plus un, finalement, du référendum catalan, en fait, du mouvement pro-Catalogne pays. Après maintes tergiversations, il y aura bel et bien une consultation populaire dimanche qui vient, mais ce n'est pas un référendum. Bref, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne se passe pas dimanche prochain? Éric. Alors, dimanche prochain, il va y avoir 5,4 millions de Catalans qui ont été appelés donc à se prononcer sur son avenir politique. Et les Catalans, nous allons répondre à une double question. Voulez-vous que la Catalogne devienne un État? Si oui, voulez-vous que cet État soit indépendant? Alors, vous avez vraiment raison. Au début, ça devait être un référendum, ce que la Catalogne a demandé à s'entendre avec le gouvernement de Madrid en mars dernier. Au mois de mars, l'Espagne a dit non, que selon eux, la Constitution ne permet pas aux Catalans de s'exprimer comme ont fait les Écossais tout récemment. Alors, les Catalans ont adopté une loi de consultation populaire non référendaire pour demander le mandat à la population de la Catalogne et ensuite négocier. Et donc, à ce moment-là aussi, l'Espagne a contesté cette loi, l'a envoyée à la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle, tout récemment, le 29 septembre, s'est prononcée pour dire qu'il suspendait cette loi catalane. Alors, tout simplement, comme vous dites, nous allons quand même voter. Ce sera une participation citoyenne. Ça veut dire la même question, les mêmes urnes, les mêmes bulletins de vote, la même journée, la même question. Mais là, tout récemment, François, je dois vous dire que je viens juste d'avoir l'information parce que la Cour constitutionnelle vient de suspendre cette nouvelle convocation. Mais peu importe, tous les partis catalans, la société civile catalane qui est déjà mobilisée vont quand même voter le 9 novembre prochain pour exprimer démocratiquement donc l'avenir collectif du peuple catalan. Mais tout comme le référendum, ça n'aura pas. En fait, le référendum aurait eu une certaine légitimité en Catalogne, mais certainement pas à Madrid. Mais cette consultation populaire, en fait, c'est un méga sondage, si je comprends bien. Et ce sera une occasion pour le gouvernement par la suite de décider ce qu'il fait. Exactement. Donc, comme vous le dites, ce sera le premier tour. En fait, nous sommes en train d'assister à l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple catalan, et ce, malgré tous les traves qu'essaye d'interposer le gouvernement de Madrid, disant que ça ne rentre pas dans la Constitution. Nous l'avons vu au Québec, de référendum, en Québec récemment, en Écosse, dont les Catalans sont très déterminés à aller de l'avant. Donc même le président de la Catalogne a souligné le 14 octobre dernier que ce sera un premier tour de ces processus, donc demander à la population encore de se mobiliser. Il y a eu des manifestations monstres de jusqu'à 1,8 million de personnes dans les rues de Barcelone ces 4 dernières années. Donc ces premiers tours, donc sortez encore, allez voter de cette façon symbolique. Et le deuxième tour, le vrai référendum, ce seront des élections à caractère plébiscitaire qui sont prévues d'ici le mois de février, mars au plus tard. À ce moment-là, on aurait un parlement de Catalogne, donc peut-être avec une majorité des partis politiques qui veulent l'indépendance, et ça se poursuivrait avec une déclaration unilatérale d'indépendance. Joanie Arnois, rebonjour. Rebonjour. Joanie, si tu étais catalane, exercerais-tu ton droit de parole dimanche? Ben, c'est certain que si on a une occasion, peu importe là, au final que le gouvernement à Madrid essaie par tous les moyens de l'empêcher. Je pense que les Catalans, on l'a vu encore dernière manifestation monstre, dernière fête nationale à Catalogne. Je pense que la mobilisation dure depuis assez longtemps. La frustration est assez grande aussi. Puis la Catalogne a toutes les raisons du monde là, de vouloir là, se prononcer sur son avenir là, au sein de l'Espagne. Je pense que oui, il va y avoir une participation
participation assez importante à cette consultation-là, qu'elle ait force légale ou non, que ce soit en quelque sorte un simple sondage. Je pense que c'est important d'aller s'exprimer. Je pense que les Catalans sont assez mobilisés, la société civile est assez mobilisée pour y aller. Ma question, en fait, c'est au niveau de la mobilisation justement des forces indépendantistes en Catalogne, c'est les refus constants, la bataille juridique de Madrid. Est-ce que ça n'a pas pour effet, en fait, l'effet contraire de ce que Madrid souhaite? Est-ce que ça mobilise pas encore davantage les gens du côté de l'indépendance de la Catalogne? C'est exactement ce qui se passe, puisque nous avons passé d'un référendum, le volonté de faire un référendum, une consultation populaire, et finalement le président qui annonce cette participation citoyenne. Il y avait des indépendantistes de longue date qui disaient moi je voudrais même pas participer à quelque chose qui n'est pas vraiment ce qu'on nous avait promis. Et le fait que le tribunal constitutionnel maintenant se penche à nouveau sur quelque chose qui était une participation citoyenne et qui prétend l'interdire, ce qu'il ne peut pas faire, ça fait en sorte que ceux qui étaient donc démobilisés à cause de cette côté décaféiné de la chose sont ralliés à nouveau. Et ça n'a fait que, justement, on le voit ces derniers jours dans les réseaux sociaux, d'une grande mouvance. Donc on prévoit une grande participation. Juste on parle de la participation en Catalogne, mais il y a aussi 17 autres points de participation à travers le monde. À Montréal, par exemple. À Montréal, il y aura un point de participation et c'est le seul pour tous les Canada. Je peux déjà vous dire que nous allons recevoir, en fait, nous sommes en train d'accueillir la communauté catalane à Montréal, des gens qui vont venir exprès pour voter de Vancouver, Toronto, Saskatchewan et la ville de Québec qui vient exprès dimanche pour voter et participer donc à cette convocation. Et ce qui est remarquable en Catalogne, Éric, si on a bien compris, c'est que ces bénévoles, ceux qui vont se charger de compter les voix, de s'occuper des urnes, d'aménager en fait les lieux de votation sont bénévoles. Est-ce qu'on parle vraiment d'une réussite citoyenne? Parce que normalement, on paie ces gens-là pour contrôler, mais là, ça va se faire sur une base bénévole. C'est quand même pas rien, là. Donc, c'est encore une fois une nouvelle expression de cette mobilisation, cette mouvance populaire. Et donc, effectivement, quand le gouvernement a dû donc cesser les préparatifs de la consultation populaire telle qu'elle avait prévu avec les convocations, une fois suspendu, ils ont quand même continué les démarches sans rien convoquer par écrit, parce que c'est qui faisait peur qu'on se fasse à nouveau donc interdire. Et là, ils ont fait un appel à 20 000 volontaires qui devaient assurer le presque 7 000 points de participation. Écoutez, donc, ils avaient fait une demande de 20 000. Seulement 6 heures plus tard, ils avaient déjà réussi le 20 000. Ils sont arrivés à 40 000 personnes bénévoles pour assurer cette participation dimanche prochain. Et par la suite, il y aura donc le vote dimanche. Les résultats seront connus, je présume, quelques jours après. Quelle sera la suite? En fait, tous les yeux vont être tournés du côté d'Artur Mas et de Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana, qui est le parti qui a la balance du pouvoir, si on veut, qui est le parti pro-Catalogne pays assez solide. Les deux vont devoir s'entendre pour la suite des choses. Alors, la suite des choses, comme vous le disiez, ce sera une élection probablement fin février, début mars. C'est l'élection où ça passe ou ça casse. Absolument. En fait, qu'il va y avoir des élections anticipées, donc ça, tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Le seul élément que c'est pas clair, c'est comment organiser donc ces élections plébiscitaires. Le président de la Catalogne, qui est à la tête du parti donc au pouvoir, qui souhaiterait avoir une large coalition avec des membres de la société civile catalane et le principal parti de l'opposition, qui est la gauche républicaine indépendantiste. Par contre, la gauche républicaine, donc, c'est pas trop clair non plus de vouloir se rallier avec une large coalition comme ça. Il serait peut-être préférable pour eux que chacun des partis se présente par séparé, mais avec un point en commun, qui soit la déclaration d'indépendance. Donc, c'est sûr qu'ils vont se prononcer de le 10 novembre et même un peu plus tard, parce que le 9 novembre, c'est le jour de la grande participation. Le processus participatif sera encore ouvert jusqu'au 25 novembre pour permettre le maximum de personnes de s'exprimer. Alors on verra dans les jours qui vont suivre donc cet scrutin donc comment ils vont se positionner, mais on s'en va en élection, ça c'est sûr, parce que le président de la Catalogne ne peut pas terminer son mandat jusqu'à 2016. Les gens veulent vraiment que le vrai référendum ait lieu, et ça sera avec
avec des élections au Parlement de la Catalogne. Super, Joanie Arnois. Est-ce que des élections référendaires, c'est finalement la solution, d'après toi? Bon, on a déjà eu, évidemment, ce débat-là dans le mouvement indépendantiste québécois. On l'a tout le temps. Oui. La question de l'accession à l'indépendance, la méthode, la recette, le processus, appelons-le comme on veut, c'est tout le temps un sujet de débat. Puis là encore, dans le cas de la Catalogne, ben c'est par la force des choses, parce que la voie référendaire, qui est la voie la plus utilisée dans le monde, leur est refusée par leur État central. C'est assez scandaleux à mon avis. Mais en fait, oui, justement, l'élection référendaire, je me demande comment, au niveau de la légitimité à l'international, le jour là en janvier, février, mars, bref, fin de cet hiver, où on a une majorité d'indépendantistes qui est élue en Catalogne et qu'on fait une déclaration unilatérale d'indépendance, est-ce que, pour l'instant, est-ce qu'on est au courant? C'est sûr que c'est des tractations souvent assez secrètes au niveau de la reconnaissance à l'ONU, au niveau des pays européens. Est-ce qu'il va y avoir une reconnaissance ou est-ce que ça va être encore un combat? Qu'est-ce qui va se passer, en fait, après la déclaration unilatérale d'indépendance? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée, une projection un peu de ce qui va se passer? Alors, puisqu'on réagit vraiment au jour, parce que les membres actifs de tous ces processus, donc ils se retrouvent toujours chaque jour avec des différentes choses. Moi, je peux vous dire qu'il n'y aura aucun pays au monde qui va se prononcer, comme d'ailleurs est arrivé toujours lors de l'indépendance d'un pays, avant. C'est sûr que si on pose la question même aux pays européens, ils disent dans la meilleure des cas que c'est quelque chose qui est une question d'État espagnol, donc ils ne veulent pas s'en mêler. Et donc il n'y a pas un seul pays en ce moment donc qui dit explicitement qu'il reconnaîtrait l'indépendance de la Catalogne. C'est une question, un club d'État. Ceci dit, ça fait des mois et des années que le gouvernement de la Catalogne, ayant ses propres compétences en relations internationales, fait un travail remarquable au niveau de la diplomatie, et que si jamais il se lance suite à des élections à faire la proclamation unilatérale, ça sera certainement parce qu'ils se sont déjà assurés que 2-3 pays, il y a certaines spéculations, rumeurs à ces sujets, mais ils ne peuvent pas vraiment déterminer lesquels seraient. Donc, ils le reconnaîtraient, et donc, comme vous le dites, la communauté internationale aura déjà vu que les Catalans ont tout fait pour faire un référendum à l'écossaise ou à la québécoise, et puisque c'est vraiment cette obstination démophobique de la part de l'État espagnol en ce moment, donc ça a été le seul moyen d'y accéder, et ça ferait aussi le bonheur d'avoir un pays riche en développement au sud de l'Europe, parce que c'est sûr et certain que l'Europe ne sera jamais à l'extérieur de la communauté économique européenne un pays riche comme la Catalogne. Et justement, si on fait des projections, la Catalogne, si on compare avec l'Écosse, semble un peu moins en point économiquement. On sait que l'Espagne, ça va pas très bien présentement dans l'Union européenne, c'est pas encore la Grèce, mais reste que la Catalogne est quand même le gros moteur économique de l'Espagne, mais ça va pas bien sur le plan économique si on compare à l'Écosse, qui est quand même relativement bien structuré et monétairement parlant bien garni. Est-ce que l'argument économique pourrait finalement jouer, advenant là une élection référendaire? Est-ce que Madrid pourrait user de ces arguments de peur en disant que ce sera la catastrophe économique si la Catalogne passe, devient un État, ou ce genre d'argument risque de faire faux bond? En fait, ce genre d'arguments, ils ont déjà essayé dans les derniers mois pour vraiment ridiculiser les arguments de pro-indépendantisme, mais nous avons la chance de nos jours que même les plus grands économistes de la Catalogne se sont même ralliés autour du collectif Wilson, qui explique en catalan et en anglais au monde. Nous avons des professeurs à Harvard et ailleurs dans le monde qui prouvent avec des recherches que la Catalogne indépendante est non seulement viable économiquement parlant, mais aussi, donc, ça a l'avantage en fait de l'indépendance. Il ne faut pas oublier qu'un des arguments aussi, un des éléments qui ont causé la grogne ces dernières années, ont fait augmenter l'indépendantisme, c'est justement dans une situation de crise économique, même si personne ne met en cause la solidarité que la Catalogne en tant que région plus riche doit donner aux autres régions plus pauvres, ce qu'on ne peut pas permettre, c'est quand même de perdre les 8% du PIB. On parle de 20 milliards de dollars canadiens par année d'argent de la Catalogne qui ne revient pas parce que il reste à Madrid et qu'il distribue à sa guise. Donc le côté économique, le débat ne se pose pas. Il y a juste la crainte de dire que nous allions peut-être rester en dehors de la zone euro, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, l'Europe ne peut pas se passer d'une région riche qui apporterait à l'Union européenne
tandis qu'en Espagne, sans la Catalogne, il ne pourrait pas du tout donc performer comme pays européen de premier ordre. Tes réactions, Joanie? Oui, en fait, la question économique, ce sera toujours le grand argument de part. Je pense qu'effectivement, d'un point de vue extérieur, la Catalogne semble avoir dépassé cet argument-là, d'où peut-être la panique de Madrid. Effectivement, les Catalans ont le sentiment d'être plus riches que l'Espagne, un sentiment réel que ça serait bénéfique pour eux, l'indépendance. Un coup qu'on a brisé le mur, la barrière économique, la peur de se faire dégarnir son portefeuille, mais je pense qu'à ce moment-là, il n'y a plus vraiment grand-chose pour arrêter un mouvement comme celui-là. Je pense que c'est de là que vient l'espèce de panique, les gestes un peu désespérés d'essayer d'empêcher un peuple de s'exprimer démocratiquement. Je pense que il y a plus cette barrière-là en Catalogne, même si on peut toujours améliorer la situation économique, mais on pourrait l'améliorer encore plus en ayant tous nos leviers. C'est tout le temps un peu l'argument aussi. Je veux dire, tant qu'on n'est pas pleinement maître de nos avoirs, de nos décisions, c'est certain qu'on peut pas non plus tout le temps espérer développer notre plein potentiel avec les priorités où on les voudrait. Donc, je pense qu'en Catalogne, la situation de ce côté-là regarde assez bien l'appui à l'indépendance en lui-même. Et puis à atteindre, je pense qu'on a déjà une majorité de Catalans qui sont pour l'indépendance. Maintenant, c'est qu'ils réussissent à trouver la voie. Puis je trouve ça intéressant ce qu'on disait. En fait, la communauté internationale, justement, va voir que la Catalogne n'a pas été de mauvaise foi dans ce débat-là, dans cette crise-là constitutionnelle, si on peut le dire. En fait, c'est vraiment le fardeau de la preuve revient sur Madrid, qui a vraiment essayé d'empêcher à tout prix le peuple catalan de s'exprimer. Puis là-dessus, je pense que ça va être eux les grands perdants au final. Peut-être avoir créé leur propre chute, leur propre destruction de l'État espagnol qu'on connaît actuellement. Éric, avec tout ça, ce dimanche, du côté du Théâtre Rialto, à quelques encablures de Radio Centre-Ville, vous allez passer une après-midi festif. Vous nous y invitez. Ça s'intitule Catalogne quand tout devient possible. De quoi s'agit-il, en fait? Alors, c'est un grand rassemblement festif, comme vous venez de le dire. Nous avons invité pour l'occasion la grande chanteuse catalane Lydia Pujol, qui vient donc exprès pour partager avec nous cet après-midi. Donc, ça aura lieu à 1h. Donc, c'est pas l'heure la plus normale pour un événement, mais il faut compter donc le décalage horaire parce que nous allons suivre en direct donc vraiment le résultat donc de ce qui va se passer en Catalogne avec la connexion avec la télévision catalane, avec quelques panélistes pour vraiment expliquer au public assistant. Et ce que nous aurons donc ce dimanche, ce sera déjà le taux de participation qui va être clair. La clé du succès, c'est vendredi, puisque c'est plus les convaincus qui vont participer à cette mobilisation. Donc, si on peut avoir 2 millions et demi de personnes sur les 5,4 qui sont appelées aux zones, donc ce sera déjà la grande mobilisation. Donc, au spectacle Rialto, pour plus d'informations, en fait, tout le processus catalan est tellement nouveau et unique, comme ça a été mentionné aujourd'hui, que c'est vraiment la voie catalane d'accès, donc de l'exercice du droit à l'autodétermination. Il y a 80% des Catalans qui veulent voter. Selon le dernier sondage qui est apparu le 31 octobre, 60% seraient pour le oui à l'indépendance, 23% seraient pour le non, et 15% voudraient que la Catalogne soit un État, mais pas vraiment indépendant. Donc, le 9 novembre, là, c'est une journée historique, comme je disais aussi tout à l'heure, un peu plus tôt, avec des Catalans qui viennent de partout du Canada, les Catalans, la communauté catalane donc du Québec, et beaucoup de Québécois qui s'intéressent à ce qui se passe en Catalogne. Donc, une occasion unique d'entendre la musique catalane et vivre avec nous cette journée historique. Et voilà, et tout ça pour en savoir davantage à voixcatalane.info. Et pour ce qui est du Centre culturel catalan dont vous êtes président, on rappelle l'adresse, donc ccquebec.cat. Éric Villadric, on va suivre ça attentivement dimanche et j'espère qu'on pourra compter sur vous pour une analyse postérieure des résultats dimanche. Absolument, comptez sur moi. Merci beaucoup. Ça nous fait un grand plaisir et puis bon spectacle dimanche. Donc, vous nous rappelez, alors le titre, donc, c'est Quand tout devient possible, Catalogne quand tout devient possible, ce dimanche du côté du Théâtre Rialto à 13h et on peut avoir toutes les informations à théâtrerialto.ca par le fait même. Éric Villadric, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Alors voilà donc Éric Villadric qui est président du Centre culturel catalan. Et on poursuit encore une fois avec notre ami Alex Nevsky à Radio Centre-Ville.